Valérie nous a rejoint, Valérie Lonck, pour nous parler toujours sur la même thématique des maladies rares, bien sûr, un témoignage aussi, lui aussi important. Valérie, je rappelle juste une petite parenthèse que tu es présidente et administratrice de l'ASL en charge des relations avec le corps médical. Là aussi, c'est un gros sujet et ça a de l'importance. On va parler d'un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est la perte de ton frère suite justement à cette maladie rare. C'était quoi exactement cette maladie? Alors, merci Willy pour nous donner la parole à ce sujet. Moi j'avais un frère, Vincent, qui, s'a- qui a disparu en 2014. Voilà, il était donc atteint gravement de la maladie du syndrome de Love, avec donc les trois atteintes principales qui sont les yeux, le rein et le retard psychomoteur. Voilà, et il était lourdement atteint avec une dépendance pour les actes de la vie quotidienne, donc se nourrir, s'habiller, il se déplaçait en fauteuil. Voilà, donc il avait besoin d'une aide permanente. Voilà, dans la famille Love, comme on l'appelle maintenant, on a voilà des enfants et des adultes plus ou moins atteints avec des difficultés voilà, qui sont très variables d'un enfant à l'autre. Alors tu l'as dit, je te coupe Valérie, pardon, mais tu l'as dit, ton frère est décédé en 2014. Aujourd'hui on est en 2025. Avec le recul, bon, il est plus facile, je suppose, pour toi d'en parler maintenant qu'en Oui. 2014, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien clair. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu pourrais décrire les relations que tu avais, je dis bien que tu avais avec ton frère. Alors, moi, j'avais 15 ans quand il est né. Donc, c'est vrai que bah, j'étais en pleine période d'adolescence, hein, clairement. Donc, avoir un petit frère à cette période-là, c'est pas forcément évident, puisqu'on se construit nous-mêmes dans notre future vie. Pour le, pour le coup, handicapé, donc voilà, c'était pas forcément évident à la maison avec nos parents. Je l'aimais, hein, je l'aime toujours, mais parfois, c'est vrai que je pense qu'à cette période-là, j'essayais de vivre ma vie d'adolescente et puis pouvoir voilà, sortir, voir mes copines, faire des choses Ce que banales tu, d'un ouais, adolescent. ce que tu veux dire, c'est que lorsqu'on a 15 ans et qu'on a un petit frère qui arrive, alors qu'on est en stade préado, hein, pour Ouais. toi, lorsqu'on a un petit frère qui arrive et de surplus atteint d'une maladie rare, c'est encore plus compliqué lorsqu'on est ado. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué parce que déjà, faut trouver sa place en tant que grande sœur d'eux. Le handicap dans une famille, ça fait parfois des ravages. Nos parents n'ont pas toujours été d'accord dans la manière où il fallait aborder le handicap de Vincent. Ça a plutôt desserré les liens que resserré les liens intrafamiliaux, clairement. Donc ça n'a pas été une période facile. Avec le recul, maintenant j'en parle et je sais que parfois j'ai pas toujours été la, la grande sœur que Vincent aurait pu avoir. En tout cas dans cette période-là. Et j'ai continué mon bonhomme de chemin. J'ai fait. Je savais que je voulais travailler dans le médico-social. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire, aider les autres. Et je suis partie faire une carrière d'infirmière, puisque j'ai fait l'école d'infirmière et que je continue maintenant à exercer en tant que professionnelle dans un service de réanimation médicale adulte qui n'a rien à voir avec le handicap, mais en tout cas auprès des humains, auprès voilà, de la bienveillance de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et une fois que j'ai été adulte, j'ai commencé à construire ma vie d'adulte. Là, j'ai vu les choses différemment. Oui, bah c'est sûr. On peut le concevoir. Alors, tu l'as dit lorsque tu as parlé qu'au sein de la famille, ça peut partir en cacahuète, j'ai envie de dire, et que c'est pas évident. Alors, des fois, les gens peuvent se dire, je comprends tout à fait, puis d'autres peuvent se dire, je ne comprends pas du tout, parce qu'au contraire, ça devrait resserrer. Mais malheureusement, c'est une statistique énorme et Mm. effrayante. C'est 80% des familles se retrouvent détruites par rapport à une maladie rare comme ça qu'on a. Euh, Comment tu as vécu ces derniers moments avec lui? Très bien,
Pour raconter un petit peu l'histoire, on a perdu nos parents tous les 2 assez vite puisque notre père est décédé en 2000 et notre mère est décédée en 2003. Donc Vincent, était en vacances en 2003, donc il a fallu, trouver une solution d'urgence, puisqu'il était en établissement externat, à l'époque. Donc il fallait, trouver, une structure d'internat pour pouvoir, s'occuper de lui. Moi, j'avais toujours dit à mes parents que je serais toujours là pour lui, qu'ils pouvaient compter sur moi, peu importe les situations, puisque j'avais du recul et puis je construisais ma vie de femme. Hein, voilà, puisque en 2003, j'ai rencontré mon conjoint actuel. Et voilà, on a eu 2 enfants qui ont 12 et 15 ans maintenant. Et notre mère étant partie en 2003, voilà, on est tombé sur des professionnels du handicap qui ont été extraordinaires. Vincent a pu être placé en urgence dans une MAS, hein, donc une maison d'accueil spécialisée qui accueille les adultes handicapés dans l'Essonne, parce qu'il faut savoir que les structures d'accueil, c'est très difficile à avoir des places. En France, souvent, les familles s'exportent en Belgique, hein, en particulier. Donc, on a eu cette chance-là. Moi, je prends ça comme une chance. Et ensuite, eh ben, les relations entre Vincent et moi se sont reconstruites, si on peut dire comme ça, proches. Il a connu sa petite nièce, hein, puisqu'Anaïs est arrivée en 2010. Et voilà, il venait à la maison le week-end, on faisait des sorties, on allait le voir dans son centre, là où il avait son lieu de vie habituel. Et on a vécu des moments hyper sympas, vraiment. Et alors, on va se replonger, si tu veux bien. Je sais que ça peut être délicat et dur, mais on va se replonger en 2014 lors de son décès. Comment, à ce moment-là précis, comment on trouve la force de continuer après une telle épreuve? On trouve la force. Bizarrement, on la trouve. Parfois, on peut sous-estimer ses capacités, mais bon, moi, je suis dans le milieu médical et accompagner un patient et sa famille dans des soins de confort et dans le non-acharnement, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et avec Vincent, c'est différent évidemment quand ça touche ses proches, mais voilà, il a eu des crises d'épilepsie réfractaires, ça veut dire qu'il a eu des crises d'épilepsie non contrôlées, voilà, qui touchent le cerveau de manière très agressive. Et on part ensuite dans des processus de réanimation, de soins très invasifs, on appelle ça. Et ça, c'est un choix qu'on ne souhaitait pas pour lui. On parlait même de dialyse. Vincent était lourdement handicapé et subir la dialyse n'aurait pas été du tout possible pour lui. Voilà, en termes de comportement, en termes de plein de choses. Donc, on a décidé de l'accompagner. Ça a été un choix de famille, hein, avec mon conjoint, on en a parlé beaucoup, avec l'équipe médicale des urgences où il était hospitalisé à ce moment-là. On a décidé de l'accompagner, voilà, en se disant que on arrivait peut-être au bout de ce qui pouvait être le mieux pour lui. Au bout du bout, oui. Au bout du bout. Et voilà, l'équipe médicale l'a mis sous sédatif à ce moment-là. Et nous, on souhaitait l'accompagner dans des soins de confort pour plus qu'il souffre. Voilà, Oui. ça a été une réflexion Mûrement vraiment réfléchi. Alors, mûrement réfléchie. Ouais. forcément, ton engagement, après avoir vécu tout ça, parce que c'est sûr, on en parle là comme ça, mais j'invite aussi les gens à s'imaginer un petit peu tout ça, parce que ça c'est important, ton engagement avec tout ce que tu as vécu. Il a pris une dimension différente, supérieure, inférieure, où qu'est-ce qui a fait? Alors, l'élément déclencheur, je suppose que ça a été, bien sûr, la perte de ton frère. Mais ça a démultiplié ton engagement. Tu t'es dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse, il faut qu'on continue la bataille. Ça a forcément une influence. Donc, en 2014, il est décédé en décembre. J'ai fait un stand-by avec l'ASL. Hein. Je me suis un petit peu retirée voilà, des week-ends des familles qui étaient organisés, de l'actualité de l'ASL. Hein, je la suivais de loin, mais voilà, j'avais plus beaucoup de contact avec l'ensemble des familles ou avec l'ensemble des membres du conseil d'administration. Ça a été un choix de me reculer un petit peu. Et puis c'est vrai que moi j'avais des enfants encore en bas âge, hein, donc c'est vrai que je me suis aussi un peu consacrée à ma famille.
Et puis le temps a fait son chemin. Le temps, c'est notre meilleur allié dans ces cas-là. Enfin, moi, je pense. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. Et puis, j'ai fini par revenir à l'ASL petit à petit. Hein, dans les années, il y a quand même le Covid qui est passé en 2019, hein, qui a Mm. chamboulé les vies de tout le monde, hein, Mm. la nôtre en premier. Et puis en 2020, je suis revenue au conseil d'administration de l'ASSO, alors que je n'y avais jamais été. Voilà, j'ai dit, eh ben, pourquoi pas s'engager dans le conseil d'administration, donc qui est voilà, la bulle qui décide un petit peu de la trajectoire de l'ASSO. Et ensuite, on m'a proposé le poste de présidence en 2022. Qu'est-ce que toi, tu aimerais, alors en tant que présidente, mais aussi en tant qu'individu, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la prise en charge? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On sait que les maladies rares, voilà, c'est très complexe. Peu de cas en France pour le syndrome de Love. Hein, on est à 70 enfants à peu près répertoriés, connus. Il y en a probablement d'autres hein, que l'association ne connaît pas. Ce qui est important, c'est le diagnostic précoce. Comme dans toutes les maladies rares, hein, c'est quelque chose qu'on défend, mais dès que le diagnostic tombe tôt après la naissance, eh ben, ça permet de mieux prendre en charge les enfants. Voilà, on peut mettre une équipe pluridisciplinaire autour de l'enfant sur sa prise en charge éducative, euh, psychologique, dans le développement, dans l'apprentissage du langage, dans l'apprentissage voilà, du quotidien, du De la vie de quotidien. tous les jours, quoi. De la vie de tous les jours, donc ça c'est très important et ça on le voit hein, sur les enfants Love qui naissent. Bah, dès qu'il y a une équipe construite autour de l'enfant avec ses parents et son environnement familial, et ben, les résultats sont incroyables hein, puisqu'ils arrivent à faire plein de choses. Donc le diagnostic c'est très important et ensuite voilà, la prise en charge qui en découle, hein, puisque une fois qu'on identifie la maladie, on arrive quand même à faire, voilà, à faire développer l'enfant de manière optimale. Et ce qui est important, bah, c'est faire de la recherche médicale, hein, parce que la recherche médicale pour trouver des traitements, c'est très important, puisqu'il n'y a pas de traitement actuel du syndrome de Love. On traite les signes, mais on ne traite pas la maladie. Et oui, donc il faut des chercheurs, et pour des Il faut des chercheurs, il chercheurs. faut de l'argent, c'est le nerf de la Ouais. guerre. Quel message tu aimerais transmettre aux familles qui vivent des situations similaires? Garder espoir. Garder espoir. Ne pas sous-estimer les personnes qu'on est. Euh, j'ai un peu d'émotion, mais C'est pas grave, prends ton temps. je pense que l'humain, il est capable de beaucoup de choses, de belles choses. Euh, si on le fait au quotidien pour nos enfants, euh, il faut continuer d'avancer. Il faut garder l'espoir. Il nous apporte beaucoup. Euh, il nous donne des leçons de vie parfois. Euh, voilà, moi, je suis plus au quotidien avec des syndromes de Love, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec les familles, avec leurs enfants, on vit des moments qui sont incroyables. Ils nous épatent. Ils nous épatent, ils nous donnent des leçons de vie. Ils sont courageux. Ils sont vraiment, c'est super. Et parfois, ça fait beaucoup relativiser la vie de tous les jours. Voilà, les Et, petits problèmes. ouais, et de quelle manière souhaites-tu honorer la mémoire de ton frère? En continuant notre combat de tous les jours. Voilà. En étant proche des familles, l'association, c'est son but principal, c'est être proche des familles touchées par la maladie, leur donner les, les astuces pour mieux vivre au quotidien avec leurs enfants, euh, trouver les équipes médicales en région qui peuvent les aider à avancer. Voilà, on est tous là autour de nos enfants pour voilà, essayer de travailler ensemble. On a, euh, on a besoin des chercheurs, on a besoin des médecins, on a besoin des familles, on a besoin des parents, on a besoin des grands-parents. On a tous notre place autour de l'enfant Love et, et
tes réactions-là, elles sont essentielles, vraiment. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Ben, merci à toi, Willy.